pendant un moment d'années pour pouvoir reconstruire un État. Non seulement on nous colle une constitution qui n'est pas applicable, et d'ailleurs on voit la preuve aujourd'hui entre les Sénats, les gouvernements et éventuellement les parlements, on n'arrive pas à se défaire, on n'arrive pas à construire un État. Les normes juridiques ne sont quasiment pas applicables. Voilà un peu la constitution belge. Alors je ne sais pas s'il faut l'applaudir ou il faut huer. À mon sens, j'estime quand même que la Belgique n'a pas participé à l'intérêt de la nation congolaise, et elle a fait que observer ses propres intérêts. C'est tout à fait naturel, je reviens là-dessus, c'est naturel. Il nous appartient de faire la même chose ailleurs, si on peut d'abord commencer par chez nous, pour nous affirmer en tant qu'humains, en reconnaissant cette liberté-là, en donnant comment dirais-je, l'écoute franche au leader naturel qui peut gérer cette entité-là, et par suite, pourquoi pas, procéder aussi à la prédation. C'est ce que je propose dans le livre. Voilà, tout simplement. Donc la Belgique est coupable. Entre-temps, vous décriez cette démarche guerrière de l'Occident vis-à-vis des pays du Sud, et d'un autre côté, vous la proposez comme méthode à appliquer si nous voulons aussi revenir et rééquilibrer les relations. Est-ce que cela est faisable? Est-ce que cela est acceptable aujourd'hui, monsieur Jean-Pierre Samba? Mais écoutez, dire que c'est faisable aujourd'hui, je pense que c'est purement de l'utopie, du moment que nous sommes encore dépendants de ces gens-là, sur tous les plans, à travers toutes les interventions. Alors vous n'êtes pas indépendant? Mais écoutez, l'indépendance, c'est quoi? L'indépendance n'est pas quand même quelque chose qu'on donne le matin pour être récupéré le soir. L'indépendance doit être totale. Vous avez accepté, vous avez consenti aujourd'hui, vous consentez qu'on vous accorde ce qualificatif d'État dépendant. Mais écoutez, mon cher ami, je pense que depuis un certain temps, nous n'hésitons pas dans tous les salons où nous passons à faire comprendre normalement à qui veut l'entendre que malgré les années d'indépendance que nous avons connues, nous continuons toujours à être ce peuple et ce pays dépendants. On a parlé, si n'est-ce pas, du principe de la liberté. Le principe de la liberté veut aussi, n'est-ce pas, qu'un peuple puisse se prendre en charge. Mais du moment que vous devez constamment attendre à ce qu'on puisse vous gaver, mais je me demande d'où vient cette liberté et d'où vient cette indépendance. Sur le plan politique, j'ai démontré ici que quand on parle de la dette extérieure, ce n'est pas une dette économique au vrai sens, n'est-ce pas, du terme, mais c'est une dette purement politisée pour maintenir une présence occidentale dans les pays africains. Donc, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Nous ne pouvons pas être des barbares comme ceux qui ont été barbares. Nous, notre problème, c'est tout simplement de chercher à mettre sur pied des mécanismes susceptibles, n'est-ce pas, de permettre à ce que si nous devons mijoter une défense, que ce soit pour l'intérêt de notre peuple et pour l'intérêt de nos pays respectifs, mais ce n'est pas contre un autre peuple parce que nous n'aimerions pas, n'est-ce pas, faire à autrui ce qu'ils nous ont fait. Nous ne sommes pas là pour appliquer la loi de la vengeance. Non, ce n'est pas ça le problème. Ils ont montré qu'à un certain moment, ils devraient appliquer la force pour imposer leur supériorité sur une population qu'ils avaient considérée de primitive. Mais aujourd'hui, les nations ont évolué, les peuples ont évolué. Nous nous retrouvons dans les mêmes écoles avec ceux qui nous ont colonisés hier. Le problème, c'est quoi? L'intelligence que nous devons développer doit normalement profiter à nos pays et pas disons, à encourager ou bien à renforcer le bourreau dans sa logique, n'est-ce pas, d'exterminer toute une population. Et c'est là que j'aimerais dire une chose ici, quand on parlait, n'est-ce pas, des leaders naturels, tout ça. Mais vous devez savoir une chose aussi, M. Boukata. La valeur d'un politicien doit se mesurer dans sa capacité, n'est-ce pas, d'œuvrer pour sa population. Mais un politicien, dirigeant soit-il ou pas, qui n'est là que pour jouer, n'est-ce pas, les jeux de ses suppôts, ce monsieur-là ne peut pas être considéré comme un homme civilisé, il n'a pas de valeur politique ou bien sociale. Et malheureusement, c'est dans ce contexte-là que nous nous retrouvons, raison pour laquelle vous allez comprendre, dans mon langage et au regard normalement de ma philosophie, qui est de révolutionner les mentalités, et là, vous voyez le terme révolution, qui veut tout simplement dire que nous devons nous faire violence. Le mal est très profond, mais il faut franchement des sacrifices énormes pour que nous acceptions de changer notre façon de voir les choses, de changer notre façon de réagir. Parce que nous ne devons pas être des politiciens tout simplement réactionnaires. Comme si on était passé dans les écoles où on a eu des cours d'ingérologie, au point qu'à la sortie de ces écoles-là, que nous puissions produire des ingérologues spécialistes avec l'injure facile dans la bouche. Non.
Nous devons normalement essayer de voir ce qui est faisable dans l'homme d'abord en soi. Parce qu'une fois que l'homme lui-même est cultivé et préparé à jouer un rôle dans la société, je pense que l'effet multiplicateur peut se déclencher. Et cet homme-là peut contribuer positivement. Le grand problème aussi, c'est quoi, monsieur, pour terminer? C'est que nous avons toujours tendance à ce que ce que nous faisons soit acclamé par tout le monde. Mais non, mais écoutez, je pense que poser un acte pour son peuple, pour son pays, on n'a pas besoin de récompenses immédiates. On a besoin tout simplement d'avoir une satisfaction d'avoir rendu service, d'avoir fait un travail et d'avoir répondu à une demande. Voilà un peu ce que je peux dire à ce stade. Et puis, un dernier élément, parce qu'on a parlé aussi de la question du génocide. Vous savez, il y a des massacres dans notre pays. Déjà, au niveau des Nations Unies, je pense que Guillaume le sait, comme tous les intervenants qui sont ici, qu'on ne veut même pas entendre parler de ces concepts-là dans les cas qui occupent le Congo. Oui, parce que parler de génocide signifierait qu'il y a eu intention au départ d'exterminer en tout ou partie d'une population. Mais ce qu'il faut savoir est que ce n'est pas un homicide involontaire. Si les Congolais ont perdu massivement la vie, ce n'est pas un fait de hasard, ce n'est pas un accident. Il y a eu une guerre. Ces erreurs ont été programmées. Mais écoutez, du moment qu'il y a des laboratoires militaires, et que ces laboratoires se décident, n'est-ce pas, de franchir des frontières, ce n'est pas pour aller s'aimer des maïs au Congo. Sinon, on ne crierait pas, n'est-ce pas, la famine à l'est du pays, et éventuellement au centre. Et qui tire les ficelles? Mais ceux qui tirent les ficelles. Mais c'est ceux qui pensent, n'est-ce pas, qu'ils doivent continuer à imposer leur diktat, leur impérium sur le Congo, afin d'avoir accès facile aux richesses de ces pays. Il faut fragiliser le Congo à travers sa base, veut dire sa population, qui n'est pas informée, qui n'est pas formée. Parce que quand le fusil arrive, mais dit, une population paysanne, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle prend la poudre de l'escampette. Mais si nous nous retrouvons dans les cas de certains pays tels que nous les constatons aujourd'hui, en Asie, au Moyen ou bien au Proche-Orient, mais mon cher ami, je pense que la bêtise qui ne fait que durer dans ces pays pourra un jour prendre fin. Le jour où la population pourra se lever, prendre conscience du fait qu'elle doit se défendre. Et parce qu'il y a des leaders naturels, convaincus et convaincants, qui auraient joué un rôle de réveiller, n'est-ce pas, cette population dans sa léthargie qui est devenue chronique. C'est à partir de ce moment que nous pouvons un jour espérer dire, mais écoutez, ça suffit. Le Congo doit appartenir aux Congolais et l'Occident, parce que nous ne serons pas un pays narcissique ni autarciste, l'Occident, tout pays bien sûr, qui aimerait avoir des relations avec notre pays, peut l'avoir, mais à condition que ces relations soient clairement définies. Que nous ne puissions pas être considérés comme des enfants des tisserands que l'on viendrait gaver à bon escient et à qui on imposerait n'importe quel genre de diktat. C'est ça le grand problème. Donc la mentalité d'abord, et puis des dirigeants consciencieux qui essaient de défendre leurs valeurs en jouant un rôle pour sauver et pour dynamiser leurs populations respectives et non pas des personnes, n'est-ce pas, qui seraient en train de faire des slogans pour sauvegarder les intérêts du maître du Nord. Voilà un peu ce que je peux vous dire à ce stade. Oui. Alors, si nous pouvons dire que aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas libre, il n'est pas autonome, il est en route vers sa responsabilité par rapport à la gestion du pays. En attaquant votre troisième chapitre intitulé « De la nouvelle conception congolaise du soldat », vous dites, en citant l'article 217 de l'actuelle constitution congolaise, « La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. » Qu'est-ce que vous reprochez à cette disposition constitutionnelle? Merci, mais bon, j'aurais aimé déjà qu'on puisse parler dans un premier temps de l'architecture telle que je l'ai proposée d'un État, d'une nation, avant de pouvoir poser cette question-là, mais c'est pas grave, j'espérais que on reviendra là-dessus, sans faute. Vous demandez ce que j'ai reproche à cette disposition-là. J'explique dans le livre que normalement, quand on met sur pied ce type de disposition, c'est qu'on est déjà construit en tant qu'État.
On ne peut pas au sortir des multiples guerres qui ont touché l'État congolais de pouvoir se laisser aller avec autant de facilité. Lorsque je prends cet article, vous voyez très bien, j'ai fait une construction juridique par la suite, où j'explique que quand vous prenez cette conception, cette norme de la loi fondamentale, vous l'articulez avec l'article 10 de la même loi fondamentale, et par suite, vous combinez ça avec l'article 27 du pacte international des droits civils et politiques, on rentre tout doucement dans l'autodétermination. Ça veut dire quoi concrètement? Cette norme qui est l'article 217, qui donne comme ça la possibilité de pouvoir négocier sur le plan africain, de céder une partie de nos droits avec autant de facilité, au cas où il y a un litige interafricain qui nécessiterait qu'effectivement les intervenants extérieurs, c'est-à-dire les intermédiaires éventuels ou les négociateurs éventuels puissent nous dire, écoutez, cette partie de la terre qui vous appartient, on met ça en suspens, le temps de pouvoir un peu réorganiser un peu, comment dirais-je, le déficit de compréhension entre les populations qui y habitent. On fait quoi? Donc on se défait cette partie de la terre. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la plupart des gens qui se sont reconnus congolais depuis 1960, parce que la loi ou une des dispositions qui revient à l'article 10 de la Constitution dit que n'est congolais que celui qui était sur le territoire congolais à partir de 1960. Donc on passe outre tout ce qui a précédé 1960, c'est-à-dire 1885, la mise sur pied d'un État indépendant du Congo disparaît. On oublie toute la malfaisance de la colonisation appliquée sur nos terres et sur nos ancêtres. Elle disparaît. On se reconnaît en tant que Congolais seulement à partir de 1960. Donc ça pose un problème. Ce qui fait que les gens qui seraient venus à cette période-là auraient la prétention de pouvoir dire qu'ils sont Congolais à part entière, ce que je ne dénie pas du tout, mais tout en oubliant qu'effectivement, la construction de l'État-nation de la nation congolaise incorpore absolument certains éléments qui n'ont pas été considérés ici lorsqu'on prend